Salut à tous et bienvenue sur Dexplo. Dexplo, c'est des aventures, mais c'est aussi de la science, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un sujet passionnant, la symbiose. Et quoi de mieux pour illustrer mes propos sur la symbiose que Venom. Ah bordel. Nous sommes Venom. Entre super-vilain et anti-héros, Venom a su conquérir le cœur de nombreux fans par son apparence réussie et son côté très controversé. Dans l'univers Marvel, il est ce qu'on appelle un symbiote. Pas les symbiotes que nous connaissons dans notre monde. Non, ici nous parlons d'un symbiote de l'univers Marvel. Dans ce cas, symbiote est le nom d'une espèce extraterrestre d'aspect visqueux dont les individus peuvent fusionner avec d'autres créatures vivantes. Venom par exemple va se lier avec Spider-Man, mais celui-ci finit par s'en débarrasser, alors Venom va fusionner avec son hôte le plus célèbre, Eddie Brock, un ex-journaliste. Bien, maintenant que la présentation est faite, penchons-nous sur le type de relation existant entre Venom et son hôte. Dans la vraie vie, la symbiose au sens large désigne une association intime et durable entre deux êtres vivants appartenant à deux espèces différentes. Ainsi, il existe plusieurs types de symbiose en fonction du caractère des relations existant entre les deux individus. On va se concentrer sur trois types de symbiose: le parasitisme, le commensalisme et le mutualisme. Nous allons voir s'il est possible de ranger Venom dans l'une de ces trois catégories. Parmi ces termes, il y en a un qui vous paraît peut-être plus familier, et donc on va commencer par celui-là, le parasitisme. Donc le parasitisme, c'est une relation biologique entre deux organismes appartenant à deux espèces différentes, dans laquelle le parasite tire profit de l'autre pour s'abriter, pour se nourrir, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le parasitisme, il y a toujours un impact négatif sur l'autre. Et chose assez incroyable, et je pense que vous ne le savez pas, 70% des animaux sont des parasites. Bon, il y en a beaucoup qui sont des insectes ou alors des petits animaux, mais c'est quand même énorme. Ça veut dire que si vous piochez un animal au hasard, vous avez de grandes chances de tomber sur un parasite. Certains groupes sont même composés quasi exclusivement de parasites, comme les monogènes, qui sont ni plus ni moins des vers plats, bien entendu parasites. Bien que les vertébrés possèdent très peu d'espèces parasites, il en existe, comme par exemple les lamproies, qui sont dignes d'un film d'horreur. En parlant de film d'horreur, ça me fait penser à une espèce de parasite assez incroyable, le Cymothoa exiga. C'est un crustacé qui se fixe à la base de la langue du vivaneurose après avoir pénétré la bouche de ce poisson en passant par ses branchies. Il extrait alors du sang de la langue à l'aide de ses griffes. Plus le parasite grandit, moins il y a de sang qui parvient à la langue du poisson et celle-ci finit par s'atrophier. Le parasite remplace alors l'organe manquant en fixant son corps sur les fibres musculaires du moignon restant. Le poisson est alors capable d'utiliser le parasite comme une langue normale. Ça semble assez cruel comme traitement, mais il ne faut pas oublier que le parasite a lui aussi besoin de survivre, et si ça peut vous rassurer, une fois la langue du poisson totalement atrophiée, le parasite ne semble plus causer aucun dommage à son hôte. Mais bon, heureusement qu'il n'existe aucune espèce de parasite capable de remplacer nos langues. Comme vous pouvez vous en douter, la définition du parasitisme est comme toute définition en biologie à nuancer un petit peu. En effet, de nombreuses études, notamment celle de Claude Combes, ont montré que de nombreuses formes de parasitisme étaient utiles à l'hôte ou plutôt à son espèce. Par exemple, de nombreux parasites jouent un rôle très important dans la régulation des populations, dont les individus sans parasites pulluleraient rapidement jusqu'à faire disparaître totalement leurs ressources alimentaires. Bon, revenons-en à Venom. Il semblerait qu'il entre entièrement dans la définition du parasitisme. Il est néfaste pour son hôte, et si on regarde Spider-Man, on se rend compte qu'il rend le héros violent et égoïste, et affecte grandement sa santé mentale. Tu n'existes même pas. Je fais qu'imaginer des choses, c'est qu'un mirage. T'es dans ma tête. T'es rien d'autre qu'un parasite. Parasite. Je ne pense pas que cela suffise à catégoriser Venom comme un parasite, et je vais vous expliquer pourquoi en définissant le type de symbiose que j'affectionne le plus, le mutualisme. Une relation mutualiste, bien que, et maintenant vous commencez à le savoir, la définition peut légèrement varier, est une relation dans laquelle les deux organismes impliqués y retirent un avantage dans l'association. Exemple tout bête et très connu, le lichen, qui est le plus souvent une relation symbiotique entre une algue et un ou plusieurs champignons. Les champignons fixent le lichen sur le substrat et apportent protection, sels minéraux et eau à l'algue qui est photosynthétique et qui va donc apporter des sucres et des vitamines. C'est notamment cette symbiose qui a permis au lichen de coloniser les endroits les plus hostiles de la planète. D'ailleurs, on estime qu'environ 6% de toute la surface terrestre est recouverte de lichen. C'est assez incroyable. On peut différencier deux types de symbiose mutualistes. Celles qui sont obligatoires, c'est notamment le cas pour le lichen, et celles qui sont facultatives. Dans les symbioses facultatives, qu'on appelle aussi souvent la coopération, la disparition ou la mort d'un des deux organismes n'affecte pas grandement le deuxième individu.
Ce sont alors souvent des associations assez simples, comme celle des mangoustes et des phacochères. Les mangoustes n'hésitent pas à se rapprocher des phacochères pour manger et ainsi nettoyer la peau de ces derniers. Mais ces coopérations comptent aussi des associations bien plus surprenantes. Regardez, certains coyotes chassent en partenariat avec des blaireaux pour avoir plus de chances d'attraper une proie. En effet, le coyote et le blaireau sont deux animaux solitaires qui se nourrissent des mêmes proies. Ils sont en quelque sorte rivaux. Pourtant, plusieurs chercheurs ont pu observer des individus fonctionner à deux pour avoir plus de chances de se nourrir. Le coyote est plus agile et rapide, donc il peut poursuivre plus aisément les proies, tandis que le blaireau se cache dans un terrier et peut atteindre les proies qui essaieraient de se cacher sous terre ou dans la végétation. Leurs techniques sont ainsi complémentaires. De fait, les chercheurs ont constaté que les coyotes qui chassent avec un blaireau ramènent un tiers de proies en plus que les coyotes qui chassent en solitaire. Cependant, ces relations ne sont pas indispensables. Par exemple, les coyotes et les blaireaux peuvent survivre en chassant seuls. Et c'est ça le principe, la relation est bénéfique mais pas vitale. Et pour ceux qui pensent que ce genre de relation n'existe pas chez l'homme, laissez-moi vous démontrer le contraire. Depuis très longtemps, un oiseau surnommé l'indicateur a trouvé une façon originale d'avoir à manger. Trop petit pour attaquer un nid de guêpe tout seul, il le signale à d'autres animaux, comme le ratel qui est une sorte de blaireau africain. Son complice récolte alors le miel, puis l'indicateur se nourrit de la cire et des larves ainsi sorties de la ruche. Certaines tribus indigènes d'Afrique, telles que les Asda, ont aussi développé par la suite cette relation mutualiste avec l'indicateur, leur permettant de trouver du miel facilement. Toutes ces symbioses exceptionnelles sont le fruit d'une longue coévolution. D'ailleurs, la coévolution, c'est tout simple. Lorsque deux espèces évoluent l'une en fonction de l'autre, on appelle ça la coévolution. L'évolution d'une des deux espèces va obliger l'autre à s'adapter. Cette dernière va donc à son tour devoir évoluer, influençant ainsi l'évolution de la première espèce, etc. et ça se répète. On prend souvent l'analogie de la course aux armements pour expliquer la coévolution. Pour en revenir aux symbioses mutualistes, il en existe des bien plus élaborées, les symbioses mutualistes obligatoires. Dans ce type de relation, si l'un des deux organismes meurt, l'autre a de grandes chances de mourir aussi. Vous l'aurez compris, et on en a parlé tout à l'heure, le lichen est le fruit d'une symbiose obligatoire. Prenons un autre exemple, le cas des polychètes. Ce sont des vers qui vivent au sein des coraux. Lorsque les polypes du corail attrapent une proie, il arrive que le ver le lui dérobe. Cependant, le ver est aussi bénéfique pour le corail qui ne pourrait pas survivre sans lui. En effet, le corail est souvent en proie à des attaques d'oursins. Le ver, pour protéger son gîte et sa source de nourriture, sort alors sa plus grosse arme pour faire battre en retraite l'invertébré. Bon, avant d'en revenir à Venom, intéressons-nous à une dernière catégorie de symbiose, le commensalisme. Le commensalisme, c'est une interaction entre deux individus appartenant à deux espèces différentes, dans laquelle l'un des deux organismes en retire un avantage, alors que l'autre n'en retire ni avantage ni désavantage. C'est le cas notamment de l'araignée qui fabrique sa toile sur une plante. La plante, a priori, n'y gagne rien mais ne perd rien non plus, tandis que l'araignée y gagne un bon spot de chasse. Cependant, là aussi, la définition est à nuancer, car lorsqu'il y a une interaction entre deux espèces, il y a forcément des répercussions sur les deux organismes. Un exemple de ce phénomène serait les phorontes. On appelle phorontes les animaux qui sont transportés par un animal hôte. On pourrait croire que l'hôte ne retire de cette relation aucun avantage ou désavantage, mais ces interactions sont très souvent mutualistes, comme les rémoras qui mangent les parasites des requins en échange d'un moyen de transport. Mais les phorontes peuvent aussi être parasites. Par exemple, la présence du phoronte alourdit l'hôte, générant un surcoût énergétique potentiellement nuisible, surtout si le nombre de phorontes sur un hôte donné est élevé. De plus, les organes de fixation du phoronte peuvent provoquer des liaisons sur la peau de l'hôte. Ils peuvent même être les deux, mutualistes ou parasites. Les pique-bœufs éliminent les parasites du dos des zèbres, mais peuvent aussi leur causer sur le long terme des liaisons importantes. Ainsi, on remarque qu'il n'existe pas de limite claire entre le parasitisme, le mutualisme et le commensalisme. Mais du coup, l'interaction entre Eddie Brock et Venom, interaction parasite, mutualiste ou commensaliste? Eh bien déjà, on peut immédiatement éliminer le commensalisme, parce qu'on remarque bien que Venom a clairement un impact sur ses hôtes. Il ne reste plus qu'à savoir si cet impact est bénéfique ou néfaste. Au premier abord, Venom agit comme un parasite. Il recherche un hôte puis force celui-ci à commettre des méfaits de plus en plus atroces, et continue jusqu'à ce que l'hôte meure. Il s'agit même d'une stratégie de parasitoïde. Les symbiotes tuent systématiquement leur hôte, ce qui les fait sortir du cadre du parasitisme au sens strict. Dans le film, Venom tue lentement Eddie, sans que ce dernier soit au courant. Il dirige ses actions tout en le tuant à petit feu. La relation qui existe entre les deux au début du film s'apparente d'ailleurs au mode de fonctionnement du champignon Ophiocordyceps.
Ce champignon parasite va prendre le contrôle du comportement et du corps d'un insecte, par exemple une fourmi, grâce à des substances chimiques. L'insecte zombifié obéit au champignon. Il va monter en haut d'une branche contre son gré et s'accrocher très fort à la branche grâce à ses mandibules. C'est à ce moment que le champignon va sortir de son corps et croître, jusqu'à développer des organes contenant les spores qui vont se disperser grâce au vent et contaminer d'autres fourmis. Venom agit sur Eddie comme l'Ophiocordyceps agit sur la fourmi. Cependant, Venom décide au final de se rallier à Eddie car il l'apprécie et décide de ne pas le tuer. Venom y gagne toujours à prendre l'humain pour hôte, mais la situation d'Eddie Brock, elle, change. Même s'il est victime de migraines ou autres effets mineurs, Venom lui permet de devenir plus fort, plus rapide, plus agile, en bref plus puissant, mais il l'aide surtout à survivre aux attaques que celui-ci subit. On assiste alors à une relation mutuellement bénéfique, les deux y gagnent. On peut donc parler de symbiose mutualiste à mon sens. Tu fais quoi? Je suis en train de tourner une vidéo sur la symbiose, c'est trop cool, vraiment passionnant. Ah, je suis tombé il y a pas longtemps sur un article scientifique qui parle justement de symbiose mutualiste Ok. et qui présente la salamandre photosynthetique. Arrête, je suis en train de tourner une Non, vidéo sérieuse. Je suis vraiment sérieux. Il n'y a aucun vertébré qui peut réaliser la photosynthèse, je suis sûr de moi. Laisse-moi t'expliquer. Ok. En 2016, un biologiste a découvert dans les cellules de la salamandre maculée des algues unicellulaires. Ok. Donc on connaissait déjà depuis longtemps la relation entre l'algue et les embryons, mais là c'est encore plus fou. L'algue fournit directement les produits de la photosynthèse, donc c'est-à-dire l'oxygène et le sucre, à la salamandre, qui en échange lui fournit un habitat idéal pour évoluer. Ah, mais du coup, c'est pas vraiment la salamandre qui réalise la photosynthèse. Bah techniquement non, mais en réalité l'algue est dans la cellule, donc on peut se poser la question. Et je sais pas si tu sais, mais chez nous par exemple, il y a plus de bactéries que de cellules qui contiennent notre propre ADN. Ah, notamment dans la flore intestinale. Ouais voilà, c'est ça. Ok. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas dire que notre corps est le nôtre. Non, t'as raison, ces bactéries font partie intégrante de notre organisme. D'ailleurs, ça peut penser un peu tout ça à la théorie endosymbiotique. Ouais voilà exactement, bah tu peux leur expliquer. Bah alors en gros, en quelques mots, la théorie endosymbiotique, c'est l'hypothèse selon laquelle les mitochondries et les chloroplastes des cellules eucaryotes proviennent de l'incorporation d'une bactérie avec lesquelles elles auraient entretenu une relation symbiotique. Alors pour le dire autrement, si on est capable de respirer aujourd'hui et si les plantes sont capables de faire la photosynthèse, c'est parce qu'il y a eu dans le passé une symbiose entre une cellule et une bactérie. Et cette bonne vieille symbiose a très bien pu ressembler à celle qu'on observe aujourd'hui du coup avec les salamandres et les microalgues. C'est fou ça. Bon les amis, il fait froid donc je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Ah bah voilà, lui il a de la chance, il peut partir, moi je dois finir la vidéo. Et du coup, trop cool cette histoire de salamandre, mais revenons-en un peu à la symbiose entre Venom et Eddie Brock. On venait de dire qu'elle ressemblait à une symbiose mutualiste, mais force est de constater qu'elle a aussi des aspects de parasitisme. En fait, Venom est un individu qu'on ne peut pas classer si facilement. Il ne s'apparente dans l'ensemble à rien de ce que l'on connaît. Il peut choisir d'aider son hôte ou de le ronger. Tantôt il se comporte comme un parasite et parfois comme un symbiote mutualiste. Et c'est ça qui fait sa force. We are Venom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit pouce bleu ou en vous abonnant. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!